Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité est le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo. Monsieur le Président, avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette occasion, l'opportunité de parler sur vos chaînes. Monsieur le Président, aujourd'hui dans le monde, parmi les vaccinés, seuls 2% sont des Africains. Le président sud-africain, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, parle d'apartheid vaccinal. Est-ce que vous partagez leur opinion? On ne peut pas que partager, mais parce que ça, c'est les faits. Comment ça se fait que le continent africain n'ait pas accès à ces vaccins? On ne peut pas l'expliquer autrement. C'est un scandale pour vous? C'est un scandale pour nous, évidemment. Mais quand même, c'est un scandale qui, dans un certain sens, on a contribué de l'évolution de ce scandale. Parce qu'on n'a pas créé nous-mêmes les facilités, les possibilités, les capacités de fabriquer nous-mêmes nos vaccins. Et je pense, j'ai parlé de mon investissement au Ghana, il y a 4 ans, que le nouveau politique du Ghana, qui j'espère sera la politique africaine, et de chercher d'être beaucoup plus, on dit en anglais, self-reliant. Autonome dans notre économie, autonome sur le plan industriel, agricole et tout ça. Pas qu'on va tourner nos dos sur le monde, non. Ou qu'on fait pas, on n'apprécie pas la coopération internationale. Mais il faut qu'on ait la capacité nous-mêmes en Afrique de fabriquer les choses dont on a besoin. On ne peut pas dépendre toujours dans l'extérieur. Et c'est pour ça que Ghana, on a lancé un programme qui est assez développé de fabriquer nous-mêmes nos vaccins. Parce qu'évidemment, on a rentré dans le pays des pandémies. Il y a 10 ans, il y a Ebola. Aujourd'hui, c'est le Covid. On ne sait pas, dans 10 ans, mais il faut qu'on ait la capacité nous-mêmes. Et c'est ça qui m'encourage que les Sud-Africains, les Sénégalais, les Rwandais ont déjà aussi pris cette voie de fabriquer eux-mêmes le vaccin. Mais dans l'immédiat, Monsieur le Président, le temps que ça se mette en route, est-ce que vous demandez aux pays occidentaux qu'ils vous donnent le surplus de vaccins qui est déjà là? Oui, évidemment. Pour l'instant, il n'y a aucun autre choix. Et la COVAX, facilité qui a été montée, c'était quelque chose qui a été très progressif, très bien apprécié. On compte beaucoup que COVAX pourra être le mobilisateur des serpents qui se trouvent dans le monde occidental, partout dans le monde. Alors vous avez l'objectif de vacciner 20 millions de Ghanéens d'ici la fin de l'année. Mais si vous avez 20 millions de doses, est-ce que vous êtes certain que les Ghanéens vont accepter de se vacciner? Regardez par exemple ce qui se passe au Congo-Kinshasa, où beaucoup de gens refusent de se faire vacciner parce qu'ils ont peur que ce soit un complot international pour exterminer les Africains, comme dit le président Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les convaincre? On a déjà convaincu les Ghanéens. Pour l'instant, on a eu ce scepticisme, on a eu cette réserve au Ghana comme ailleurs sur l'histoire. Mais dès le début, quand les leaders ghanéens, pas seulement les leaders politiques, il y a aussi les leaders traditionnels, les leaders religieux, les gens qui sont à la tête de l'opinion publique au Ghana, ont tous montré l'exemple. Moi, j'étais le premier au Ghana de prendre le vaccin. Moi et mon épouse. On a été suivis tout de suite par le vice-président et son épouse. Et ça a été déroulé comme ça. Le roi d'Ashanti, qui est un homme très important dans notre pays, lui aussi, il a montré qu'il n'y a rien qui pourra être mal avec le vaccin. Et pour l'instant, les Ghanéens ont accepté de se vacciner. On a vacciné presque 1 million de gens déjà. Et
partout, il y a la demande de se vacciner. Alors, je ne pense pas qu'au Ghana, cette histoire de complot a pris forme dans l'opinion publique ghanéenne. Alors, il y a la pandémie, mais il y a aussi la crise économique qui en découle. Il y a une récession en Afrique. Il y a eu ce sommet à Paris auquel vous avez assisté. Et parmi les conclusions de ce sommet, il y a un appel. Il y a ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Il y a 650 milliards de ces droits de tirage spéciaux qui doivent être émis. Et il y a un appel pour que 100 milliards de ces 650 milliards soient alloués à l'Afrique, ce qui équivaut à 3 fois plus que le mécanisme de répartition traditionnel. Oui. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que les pays riches vont accepter de vous donner ces droits de tirage spéciaux supplémentaires que vous demandez? Est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Il n'est pas utopique. On va discuter, on va négocier. Mais je pense que, moi, ce que ça, j'ai vu de la part du président français, le président Macron, que je pense qu'il y a beaucoup plus une appréciation de l'universalité de notre existence sur cette terre, et que si on n'arrive pas à faire des choses dans une manière que tout le monde est plus ou moins équilibré, il n'y aura pas la stabilité globale, la stabilité mondiale qu'on cherche tout. C'est pas normal que les gens sont vaccinés. Je retourne sur cette histoire. Dans une partie du monde et l'autre partie du monde, et dans la vaccination, à un moment donné, le monde vacciné et le monde non vacciné va se rencontrer. Et qu'est-ce qui va passer? C'est évident ce qui va passer, qu'il y aura des problèmes pour même les gens qui sont vaccinés. Mais bref, c'est quelque chose qui est sur la table. On est en train de discuter. On a trouvé, par exemple, à la tête des institutions de Bretton Woods, aussi bien le Fonds monétaire international que la Banque mondiale, un esprit ouvert à discuter ce sujet, à voir les possibilités. Et je pense que d'avoir quelqu'un comme le président français, le président Macron, accepter pour la France, qui est quand même un des pays les plus importants de l'Occident, de l'Europe, du monde, que c'est équitable, c'est juste, que les répartitions doivent être réformées. Et nous, on tient beaucoup à la réforme, si vous voulez, des institutions de Bretton Woods, pour faire face à des problèmes de notre temps, notre époque. Ces institutions ont été créées il y a 67 ans. Je pense que la conférence à Bretton Woods a commencé à débuter 4 mois après mon naissance, qui fait 77 ans que ont été créées ces institutions, et ça sont bien travaillé pour le monde à l'époque, pour assister à la réhabilitation d'Europe et le redémarrage des économies européennes, et aussi servi à essayer pour assister le Japon et les pays de l'Asie qui ont été... Mais pas l'Afrique. Mais pas l'Afrique, on n'était pas là, on était les pays colonisés à l'époque. Alors évidemment, on n'était pas à la table, on ne fait pas partie. Je pense que l'Éthiopie était le seul pays africain qui a attendu la conférence à Bretton Woods. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand même qu'il y a maintenant 54 pays africains, que ça vaut la peine pour voir si on ne peut pas examiner l'opération de ces institutions pour que l'intérêt africain aussi sont pris au compte dans la façon que les institutions globales, les institutions mondiales ne pourront pas être les institutions occidentales ni orientales. Il doit être les institutions mondiales. Et ça veut dire que les intérêts de tout le monde qui se tient dans cette terre doivent être pris en compte des décisions et les façons dans lesquelles ces institutions
gèrent les actifs, les affaires. L'autre grande question qui a été abordée au sommet de Paris, c'est le poids très lourd de la dette que l'Afrique doit rembourser. Au Ghana, la dette atteint, je crois, 78% du produit intérieur brut. Si vous demandez l'annulation de la dette, Monsieur le Président, est-ce que vous avez la certitude que les principaux bailleurs, la Chine notamment, vont accepter ? Comme toute chose, on est en train de discuter avec eux. Je ne vois pas l'intérêt des créditeurs, s'ils sont chinois ou français ou anglais ou quoi que ce soit, pour voir les économies africaines souffrent et tombent dans la situation. Les dettes, qu'est-ce que ça va leur donner? Il faut mieux prendre une position qui va laisser l'espace pour nos économies d'évoluer, de développer. Et si c'est en question de restructurer la dette pour que dans la future, ces dettes pourraient être... Moi, je pense que c'est beaucoup plus intelligent comme façon de traiter le problème, d'insister aujourd'hui que cette dette qui crase, qui est un gros, comment on dit, fardeau sur nos dos, continue comme ça. La Chine a hésité, je sais, mais quand même, c'est un pays qui est très bien impliqué sur le continent. Ils sont très bien impliqués dans toutes nos économies. Au Ghana, il n'y a pas question. La Chine ne prend pas très important. D'ailleurs, c'était notre partenaire le plus important dans des échanges, de trading. Alors, dans cette situation, je ne pense pas que les dirigeants chinois sont ignorants de la situation qui est au Ghana et partout dans l'Afrique. Alors, on va voir. Mais c'est des choses qui sont sur la table et on va insister que ces choses doivent être vues. Alors, Monsieur le Président, vous avez souvent dit qu'il faut que l'Afrique arrête de mendier de l'aide, aille toujours vers les pays occidentaux pour dire on a besoin qu'on nous aide, on a besoin qu'on nous aide. Là, on vous écoute depuis tout à l'heure, vous demandez une réallocation des droits de tirage spéciaux du FMI, c'est-à-dire de l'argent, autant être clair. Vous demandez que la dette soit rééchelonnée, voire annulée. Donc, est-ce que vous n'êtes pas exactement en train de faire ça, ce que vous dénoncez depuis des années? Non, moi, je ne pense pas. On parle d'une situation mondiale. On parle de l'équité. On parle de la répartition des droits, des intérêts dans une manière équitable qui fait que il y a une reconnaissance qu'on est tous, si vous voulez, les mêmes, égaux. Oui. Et voilà, les institutions mondiales, comme j'ai dit avant, doivent agir dans une manière qui fait que tout le monde est considéré comme partie des actifs mondiaux, des richesses mondiales qu'il y a. Et je ne pense pas que ça, c'est une question... Moi, je pense que c'est plutôt d'insister sur nos droits comme être humain. Pas simplement que c'est une question qu'on cherche à demander l'aide. On cherche à insister que si vraiment il y a une équité mondiale, cette équité mondiale doit encompasser les sujets que vous avez abordés. Il y a 18 mois, à Abidjan, les présidents Ouattara et Macron ont annoncé la transformation du franc CFA en éco. Or, l'éco, c'est le nom que l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a choisi pour sa future monnaie unique. Et du coup, le président Buhari du Nigeria, il n'est pas content. Il aurait aimé être consulté avant l'annonce d'Abidjan. Est-ce que ce jour-là, la Côte d'Ivoire, la France, n'ont pas commis une maladresse? Peut-être, mais quand même, on a dépassé cette situation. On a dépassé le CEDEAO, le président Ouattara, le président Macky Sall, les leaders des pays francophones du UEMOA ont partagé avec nous leurs préoccupations
qui ont fait que cette situation a été créée. Mais aujourd'hui, il y a une entente parmi nous tous, le pays 15 de la CEDEAO, sur la façon qu'on doit procéder pour arriver au bout d'un un marché, pas simplement un marché, mais une monnaie commune. Et alors c'est pour quand? Pour l'instant, l'échelonnement, c'est pour 5 ans. Surtout avec ce qui a été créé par cette pandémie, qui a fait que c'est difficile aujourd'hui pour les pays, les 15, même 2-3 pays parmi eux, de remplir les critères nécessaires pour arriver à ça. Alors, le dernier sommet de la CEDEAO a fait que maintenant, on va parler dans plusieurs mesures qu'on va prendre d'ici. Il y a 5 ans pour faire qu'on arrive à cette but. Alors, vous aviez déclaré avant la pandémie, dans un de vos discours au Parlement, je vous cite, que le nombre de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi est énorme au Ghana. Et je vous cite encore, c'est une menace pour notre sécurité nationale. Ça, c'était avant la pandémie. On peut imaginer que depuis, la situation a encore empiré. Est-ce que le péril est là? Est-ce que des jeunes Ghanéens sont aujourd'hui tentés par l'action violente? Je ne sais pas. Je pense que la jeunesse de tout le monde a été en pauvreté à cause de ce qui est passé. Les gens qui n'ont pas le boulot ici en France, partout dans le monde, a sensiblement augmenté à cause de la pandémie. Et ça veut dire que partout, on voit la possibilité de violence, de réaction des jeunes. Mais quand même, aujourd'hui, Ghana reste toujours dans la voie démocratique. On reste dans nos institutions démocratiques. C'est ça qui essaie de gérer la situation. Et j'ai beaucoup de confiance qu'on va continuer dans cette voie. C'est pas question que c'est quelque chose qui est très important pour notre futur, pour notre stabilité, de trouver une façon de faire face à cette grande évolution des jeunes qui n'ont pas du travail et tout ça. Et on cherche à faire ça. Et on cherche aussi à convaincre la population, dites les jeunes, que les mesures qu'on est en train de mettre en place va résoudre ces problèmes dans le temps. Ce ne sera pas aujourd'hui, mais dans le temps, on a le temps. On va essayer d'arriver à une situation beaucoup plus positive. Mais la situation, on ne peut pas le cacher. Moi, je ne serai pas ici pour dire que tout va bien. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de travail à faire, mais on est convaincu au Ghana que la façon dont on peut arriver à une situation acceptable est de suivre le jeu démocratique, de suivre les règles d'une société, une société d'ouverture, une open society, comme on dit, où tous les problèmes seront réglés par les discussions, par les négociations, par l'un et l'autre, et pas seulement, parce qu'au fin de compte, qu'est-ce que la violence va dire? Qu'est-ce que la violence ne règle pas le problème d'emploi? Alors, il y a aussi ces dernières années le danger du terrorisme djihadiste, comme on l'appelle. Il se rapproche de plus en plus du Ghana. On a vu des violences dans le sud du Burkina Faso, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, des actions terroristes dans ces pays-là. Est-ce que le Ghana a été menacé? Est-ce qu'il y a eu des attentats déjoués? Parce qu'on est vraiment à quelques kilomètres de vos frontières. Non, mais on est très sensible à cette situation. Et on sait très bien au Ghana que cette évolution ne peut pas s'arrêter à la frontière du Ghana. Et que les pays côtiers
de l'Afrique occidentale sont aussi bien visés par ces actes terroristes que les pays du Sahel. Il n'y a pas question que si ces gens sont au Sahel et ils regardent l'Afrique occidentale, les villes, Lagos, Abidjan, Accra, ça c'est où se trouve, si vous voulez, la prospérité, entre guillemets, dans notre région. Alors, nous sommes les targets. Les cibles. Il n'y a pas que... Il y a eu des tentatives. Pas encore, mais on a vu, on suit la situation de très près. Ça, c'est le défi le plus, si vous voulez, le plus immédiat pour tous les 15 pays de la CEDEAO, cette histoire de terrorisme, du djihadiste au Sahel et l'évolution de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas se blaguer du tout. Alors, c'est ça qui menace tous les pays de la CEDEAO et nous avec nos frères de la CEDEAO, on est en train de voir comment on peut en commun faire face à cette menace. Déjà, les pays du Sahel, dans le G5, ont pris quelques initiatives avec l'appui des pays occidentaux, des pays, notamment la France, l'Allemagne et tout ça, qui est déjà quelque chose de positif. On a lancé l'initiative, ce qu'on appelle l'initiative d'Accra, the Accra Initiative, pour essayer d'augmenter notre faculté de renseignement, d'intelligence et tout. Parce qu'on sache très bien que nous sommes, comment vous avez dit, the target, les cibles. Les cibles de ce qui est en train de se dérouler au Sahel. Alors, c'est quelque chose qui est primordial pour nous. C'est le défi sécuritaire le plus important. De toute façon, on ne peut pas gérer la situation. Et d'ailleurs, c'est pas ça. On sait au Ghana que c'est pas simplement une question de réponse militaire. Parce que si vraiment les conditions ne sont pas là pour être exploitées, on n'aura pas les jeunes là-bas qui vont vers les terroristes. Alors, il y a aussi tout ce qui doit être fait sur le plan social et économique pour adresser les causes de pauvreté, surtout dans le pays nord de notre pays. Alors, c'est une politique, si vous voulez, holistique, compréhensible, qui est en train de faire. Mais c'est quelque chose de très grave. C'est une menace qui est très grave et on prend la situation très sérieux. Il y a un mois, le président Idriss Déby est mort sur le champ de bataille. Mais hier... C'est un grand dommage. Et hier, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a validé la transition militaire au Tchad, à condition qu'elle ne dure que 18 mois et qu'elle se termine par des élections inclusives. Mais en Afrique, Monsieur le Président, beaucoup pensent qu'au Tchad, comme au Mali d'ailleurs, eh bien vous, les chefs d'État africains, vous êtes trop indulgents avec les militaires qui prennent le pouvoir et que cette indulgence peut encourager d'autres militaires à faire des coups d'État ailleurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Si vous regardez par exemple la CEDEAO, depuis que la CEDEAO a pris position sur la nécessité absolue de maintenir des structures politiques au sein de la communauté CEDEAO, l'ère de coups d'État ont beaucoup reculé parce qu'on a insisté que la seule façon dont les gens doivent avoir accès au pouvoir, c'est par des voies démocratiques. Et on a vu l'attentat au Mali, la situation qui a fait que le président élu Aboubacar Keïta a été destitué. C'était un des rares cas dans la communauté de CEDEAO ces derniers temps.
Avant, c'était notre pays au Ghana. On a subi, je ne sais pas, 3 à 4 coups d'État dans notre histoire. Mais aujourd'hui, c'est plus cette voie qu'on prend. Mais il y a des occasions, comme dans le Tchad, même qu'au Mali, que la réalité des choses existe, qu'on doit faire une sorte d'accommodation avec la situation qui a été entamée par les militaires. Mais comme l'Union africaine a fait, c'est la même chose qu'on a fait avec la CEDEAO au Mali. Oui, on reconnaît que pour l'instant, pour la stabilité du pays, pour la gouvernance du pays, pour que le pays ne déchire pas, tombe dans l'anarchie, on reconnaît que ce pouvoir existe et qui a se soulevé, mais quand même, si le pays voudrait rester au sein de notre union, sur le plan continental ou le plan régional, le pays doit savoir qu'on ne peut pas, au mi-terme, à long terme, s'associer avec eux s'ils ne sont pas des pays démocratiques. Et c'est comme ça qu'on a ces limites qui ont été faites. Moi, je ne pense pas, je ne trouve pas cette de l'indulgence. Ce qui passe en Tchad, quelles sont les alternatives? Au Mali, les responsables de la transition, ils ne pourront pas se présenter l'année prochaine à la présidentielle. Oui, mais tout ça, ça fait partie de façon d'avoir une situation. Et moi, je pense qu'au Tchad, je ne sais pas ce qui a été décrit au Tchad, mais je ne pense pas que la même chose va se répéter au Tchad. Vous pensez que la même chose doit se répéter au Tchad? Je ne sais pas doit. Je ne suis pas aussi saisi de tous les éléments de la situation, mais je pense qu'en principe, ce sera la même chose. Parce qu'on voudrait bien insister, nos chartes, les chartes de l'Union africaine, les chartes de la CEDEAO, sont des chartes qui appuient que la voie démocratique pour accéder au pouvoir. Et c'est une base fondamentale de nos associations. Alors, si par hasard, il y a des situations exceptionnelles, qui fait qu'un pays, on sait ce qui se passait au Mali, on sait ce qui se passait au Tchad, président élu, qui a été récemment élu, il va appuyer ses forces dans la bataille à tomber, comme Idriss Déby l'a fait. Ça a donné une situation assez exceptionnelle. Et c'était des mesures exceptionnelles qui ont suivi cette fête, cet événement. Et pour l'instant, on cherche à trouver une façon d'accommoder cette évolution, mais en même temps d'insister sur nos principes fondamentaux qui fait qu'on cherche à voir en Afrique dont les pays sont des pays démocratiques partout. Et c'est ça qui a été le cas au Mali aussi bien qu'au Tchad. Je ne pense pas que le mot indulgence, c'est une bonne définition de notre action. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.